alors je le mets toujours sur la page Facebook aussi. Voilà. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Ah, salut Vanessa, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Tu as essayé de m'appeler tout à l'heure, c'est ça? Oui, mais c'est parce que pareil, je n'avais pas le lien, mais je viens juste de recevoir le mail. Ah oui, mais tu es inscrite sans doute après le 25 aussi. Oui. Et donc ça, j'ai fait, Andrea m'avait transmis la liste à 2h30. Et donc j'ai fait les confirmations à 2h35, ce qui était un peu juste. Mais voilà, c'est fait, tant mieux. Est-ce qu'il ne faut pas rapidement renvoyer à tout le monde parce que peut-être d'autres personnes comme moi sont un peu troublées par… Ok, Georges, alors là, j'en ai pour une demi-heure parce que c'est 120 mails et je ne peux en envoyer que 20 à la fois. Donc, je pense non, que alors, laisse à un moment tomber, donné, alors. les gens doivent se prendre en charge et regarder leurs mails. Et alors, j'ai mis sur la page Facebook aussi. Voilà. Bien. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et Benoît, vous travaillez où ça? Moi, je travaille chez Solex également, comme ma aussi. collègue Yvette. Oui. Vous êtes des fidèles des webinaires, merci. Pas de problème. Toujours intéressant. Fabienne, j'essaye de mettre mon nom. Tu sais comment je dois faire? Tu essaies de mettre quoi? Mon nom. Ton mais nom? on le voit, ton nom. Oui, on voit ton nom. C'est écrit d'accord. C'est parce que moi, il est écrit vous. Alors, je me dis, bah. Ah bah oui, c'est vous. Forcément, c'est toi. Ouais. Salut Andrea, tu vas bien? Ça fait longtemps. Nous, quoi. Ben, Ben voilà, parfait. ouais. C'est toi, qu'est-ce que c'est toi? Mais à cause du Covid, Vanessa, on ne se voit pas nous non plus. Ciao Andrea. Non, c'est ça. Hein. Oui, donc ça faisait longtemps qu'on ne se voyait pas. Bonjour à tout le monde. Pour le moment, nous sommes 15. Et pour arriver à une centaine, il y aura peut-être? Ben, à 120 inscrits. Mais tu sais… Bon, donc on devrait au moins être une cinquantaine. En général, c'est comme ça. Hein. Ouais. Alors, on commencera par la présentation de Claudio et Annalisa parce qu'eux doivent quitter la réunion à un moment, je crois. Et Annalisa m'a dit qu'à 16h30, tu as une réunion, je pense. Mais voilà. Alors, on a le temps, ça va. Mais on commencerait par eux. Oui. Et juste après, on ferait la bonne pratique de Phoenix. Et alors, il y avait une troisième bonne pratique prévue de l'île Maurice, mais seulement malheureusement, Gilbert n'a pas pu terminer son PowerPoint à temps. Et donc, cette bonne pratique-là sera remise à un prochain webinaire. Mais à la place de ça, je vous présenterai d'une part une proposition pour que vous-même deveniez formateur dans le cadre de l'Académie E7. On va vous raconter ce que c'est. Et une deuxième chose, et ça peut intéresser entre autres tous nos amis français qui n'ont pas encore beaucoup utilisé le système Mobility, j'expliquerai comment obtenir des bourses de l'Union européenne pour voyager et rencontrer vos confrères à l'étranger. Bonjour Peggy. Bonjour Peggy, c'est bon maintenant? Oui. C'est vrai que certaines personnes ont reçu le lien dans le courrier indésirable aussi, donc ça, je ne sais pas comment faire pour avertir les gens qui doivent aller voir dans leur courrier indésirable parfois. Bah, tu sais, moi, j'ai trouvé sur le Facebook 7. Ah oui, oui. Il y avait le lien. Moi, je le mets généralement plusieurs fois, donc… Il y avait le lien et c'est comme ça que je me suis connectée. Annalise, est-ce que tu as assez 20 minutes pour ta présentation? Oui, plus ou moins. D'accord, on aura 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Oui, et parfait. puis pour Phoenix, on aura 20 minutes et 10 minutes de questions-réponses. C'est bon ça? Pour Phoenix? Allô? Oui, merci. C'est parfait. Désolée. On devait remettre le micro, pardon. Oh non, pas de problème. Et puis, Georges, tu auras 30 minutes pour tes deux présentations, ça ira? Ça ira. Tu as eu peur de l'avion? C'est rien, il est parti. Voilà. Et alors, donc, oui, les présentateurs, ne pas oublier que pendant que nous, on présente, Andrea fait la traduction en italien. Et donc, prenons des respirations entre nos phrases pour qu'Andrea, parce que parfois même, il aura la tâche compliquée. Il aura sous les yeux un texte en anglais, moi qui parle en français et lui qui traduit en italien. C'est de l'acrobatie. Vous pouvez poser vos questions sur le chat tout au long.
C'est ça, E7, Georges. C'est vrai. C'est ça, E7. Ça, c'est- C'est vrai. Oui, c'est ça. Voilà, de temps en temps, à mon avis, je couperai mon micro après parce que de temps en temps, j'habite pas loin de Florenne et donc de temps en temps, ces militaires recherchent notre ami. Et donc, j'ai des avions qui passent tout le temps depuis 2 jours, c'est infernal. Ça nous rappelle c'était chez ta sœur, hein, Georges, qu'on avait fait, qui habitait aussi près de Florenne et qu'on avait fait une réunion générale du personnel. C'est chez un cousin. Chez un Des cousin. cousins. Oui, oui. Ah, t'as des cousins à Florenne? Tout Pas près. loin. Pas loin. À Romeray. Rosé. 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 Ah oui, effectivement, c'est tout près. Tu veux tes petites pelles pour aller dans la... Ben écoute, je pense, Fabienne, on va démarrer parce qu'il Oui, est hein, il est un bon 15 heures maintenant. Je pense qu'on peut démarrer et on verra bien si les gens se connectent en cours de route. En règle générale, c'est le premier quart d'heure que tout le monde arrive. Donc, C'est bien. eh bien voilà, on peut démarrer avec ce troisième webinaire donc en français qui concerne les groupes cibles. Ces webinaires sont donnés alternativement en français et en anglais. Il y en aura encore 2 dans chaque langue d'ici la fin de l'année. Nous aurons 2 présentations, 2 bonnes pratiques et ensuite Georges, le président, vous fera part d'un nouveau projet qui est lancé sur cette suite à la situation qu'on a vécue cette année-ci avec le Covid et qui a empêché beaucoup de monde de voyager. Et donc, on propose de créer une nouvelle académie, mais un peu particulière, dont les formateurs et les profs, ce seront vous, les experts des bonnes pratiques, qui deviendront éventuellement avec notre aide formateurs pour certains cours plus élaborés concernant des bonnes pratiques. Ces webinaires sont un avant-goût de cette académie. Alors, je vais proposer au Chase de commencer avec sa présentation. Oui, merci Voilà. Fabienne. De rien. Et je vais partager mon écran. Oh, merci. Non, merci Andrea. Ça, c'est parfait. Oui, 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 bien sûr. Oui, merci. Ça, c'est parfait. Donc, je m'appelle Annalisa et je travaille au Chase à Modène, en Italie. Avec moi aujourd'hui, il y a aussi Claudio, qui est un collègue, et aussi mon mari, en effet. On va vous décrire une bonne pratique et en général les pratiques d'accueil des MENA dans la région Émilie-Romagnée, dans le nord de l'Italie. Donc, mineurs étrangers non accompagnés. Ce Oui. n'est pas nécessairement lié aux drogues, hein, c'est lié au travail en réseau autour des jeunes. Oui, on va décrire la situation de mineurs étrangers non accompagnés en Italie. Les mineurs étrangers non accompagnés en Italie, ce sont des jeunes, garçons ou filles, qui sont arrivés en Italie avec moins de 18 ans et ils sont sans parents en Italie. Et peut-être que leurs parents vivent encore, mais dans le pays d'origine. Les gouvernements italiens, chaque mois, publient des infos sur les nombres des MENA qui arrivent, l'âge, l'origine, le pays d'origine et le genre et des informations. En effet, on peut dire que les régions en Italie, les régions dans lesquelles il y a la plupart des mineurs, ce sont la Sicile, dans le sud, parce qu'il arrive beaucoup dans le nord de l'Afrique, mais aussi il vient de l'Est Europe, donc la région Friuli-Venezia Giulia. Il y a beaucoup de jeunes là-bas. Et la troisième région pour nombre des MENA, c'est la Lombardie, la région de Milan.
parce que beaucoup de jeunes aimeraient bien aller vivre à Milan. Et la quatrième région, c'est l'Emilia-Romagna, la région dans laquelle on travaille. Donc, nous sommes la quatrième région en Italie pour nombre des mineurs étrangers non accompagnés. La plupart d'eux, ce sont des garçons. Il y a vraiment peu de filles qui arrivent. Et pour les pays d'origine, comme j'ai déjà dit, la plupart, ce sont du nord de l'Afrique. Mais il y a aussi beaucoup qui arrivent de l'Albanie et des pays comme le Pakistan, le Bangladesh de l'Asie. Donc, merci Andrea. Donc, la région Émile-Romagne, vous avez déjà vu. Et nous sommes le centre de solidarité qui s'appelle le CEIS. CEIS, ça signifie Centre italien de solidarité. Il est né à Modène il y a beaucoup d'années et le CEIS s'occupe en général du développement et de la gestion des services socio-éducatifs et socio-sanitaires. On est né avec des centres pour l'addiction, mais maintenant, on travaille aussi avec les mineurs et en général dans l'univers de l'assistance. Merci. Donc, Andrea, se puoi tornare indietro. Grazie. Et donc, en général, comme groupe CEIS, on travaille avec des communautés pour l'addiction et on a aussi des autres communautés, des services différents. On travaille en particulier avec les adolescents et les enfants, mais aussi avec personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des troubles de l'alimentation, avec personnes qui ont des problèmes de sida, aussi avec l'immigration et en général la détresse. Mais on a aussi des centres qui font de la prévention et de la recherche et de la formation pour les personnes qu'on prend en charge, mais aussi pour tous les spécialistes comme les éducateurs. Merci. Donc, notre centre a on dit que notre motto, c'est la personne au centre. Donc, on voit la personne pas dans le point de vue de son problème, mais dans la personne tout en général, dans son aspect biologique, psychologique, social, culturel, existentiel et aussi spirituel. C'est le modèle qu'on utilise, c'est ça. Mais donc, qu'est-ce que fait le groupe CEIS dans les domaines des mineurs? Le CEIS, comme vous avez vu, c'est un système très articulé des services éducatifs, pas seulement pour les enfants et les adolescents, mais aussi pour les adultes. Et on fait beaucoup d'activités de prévention et notre objectif, c'est le rétablissement de la détresse physique, mais aussi psychologique et sociale des enfants et des adolescents et de toutes les personnes qui ont pris en charge. Et donc, le groupe CEIS propose un système de services éducatifs pour les enfants et les adolescents
qui répondent de manière diversifiée aux nombreux besoins des jeunes et des adolescents. Le résultat est un ensemble d'opportunités éducatives et sociales qui favorisent le développement physique, psychologique et social harmonieux de la personne, de l'enfant. L'objectif de notre travail est de promouvoir des politiques de prévention et d'inclusion sociale de ces jeunes. Et les réseaux formés par les différentes structures et services du groupe constituent un parcours éducatif qui offre pas seulement un système d'accueil, mais aussi de protection et surtout d'intégration qui accompagne le jeune jusqu'à l'accomplissement de l'autonomie, mais en général jusqu'à la majorité. Avec une attention particulière au changement d'âge, de développement, aux facteurs de risque et de protection et aux difficultés culturelles des mineurs pris en charge. Merci, Andrea. Oui. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. J'espère que ceux qui avaient des problèmes techniques ont pu les résoudre. Donc, quels sont les types de services qu'on a activés pour les mineurs? En Italie, selon la loi d'aujourd'hui, on a des différents types de services. On a des communautés éducatives, résidentielles et semi-résidentielles. On a des communautés pour l'autonomie, qui ce sont en particulier les communautés où les mineurs étrangers non accompagnés sont accueillis. Et il y a les communautés d'accueil rapide, donc ce sont les premiers points d'arrivée pour les jeunes, pour les ménages qui arrivent. Ils font en période plus ou moins un mois dans la première accueil, avant d'aller dans la communauté pour l'autonomie. Mais on a aussi des communautés pour femmes et mères avec petits-enfants. En Italie, il y a aussi des communautés familiales. Je pense qu'en Belgique, je ne sais pas s'il y a aussi chez vous ou pas. Et donc, comme vous pouvez voir, les structures et les services chez nous, ce sont beaucoup. Ici, il y a une liste de tous les centres et les activités qui ont fait, et à Modène, mais aussi à Boulogne, à Parme, dans les autres villes ici de la région. Et le titre de notre présentation a été pris par une bonne pratique qui a été écrite en octobre 2014. Et la bonne pratique décrite s'appelait la fluidité du réseau Chase en Émilie-Romagne et les pratiques d'accueil des ménages en institution. Les choses sont plus ou moins les mêmes. Mais on a eu des changements dans la loi en Italie et donc on a ajouté des choses. Ici, dans la bonne pratique de 2014,
on a souligné le fait que chez nous, la personne est au centre. La chose la plus importante, c'est la personne, n'importe quel âge, n'importe quelle origine, n'importe quoi. Donc, la prise en charge des personnes et surtout des MENA est globale. Le projet éducatif est individualisé pour chaque jeune et dans la communauté, la relation, c'est une des choses les plus importantes dans la construction des relations significatives entre les jeunes, mais aussi entre jeunes et éducateurs. C'est très important. En effet, on utilise un réseau dynamique, pas seulement à l'intérieur du Chase, entre les différents services, entre les différentes activités, mais aussi entre des partenaires à l'extérieur dans le réseau social, médicaux et aussi scolaire. Et enfin, l'autodétermination et la responsabilité est partagée avec le jeune. On peut aider les jeunes, mais c'est le jeune qui doit être protagoniste. Et ici, il y a une petite description de la loi. Comme j'avais dit, dans le 2017, on a eu une nouvelle loi qui décrit qu'est-ce que c'est une MENA et règle les pratiques d'accueil, en général en Italie. Donc, au début, on a la réception. Quand le jeune arrive, il doit être régularisé avec le permis et tous les papiers pour rester. Donc, les premières activités que la communauté d'accueil va faire, ce sont la régularisation de tous les papiers. Mais puis, dans la communauté résidentielle, éducative ou pour l'autonomie, les éducateurs vont travailler pour créer des parcours éducatifs et de l'instruction. Ils font l'inscription à l'école secondaire ou l'inscription à des cours de formation pour enseigner des différentes typologies de travail. Mais on travaille aussi dans l'aspect de la santé en général, pas seulement psychologique, mais aussi de la santé. Et avec tous les réseaux qui à l'intérieur du Chase, mais aussi à l'extérieur. Une des choses qui sont nouvelles après de la loi de 2017, c'est l'introduction de le tuteur volontaire. Je vais décrire mieux avant qu'est-ce que c'est le tuteur volontaire des jeunes. Une autre chose importante de la loi de 2017, c'est le fait qu'elle va donner la possibilité à des jeunes d'avoir de l'accompagnement, pas seulement jusqu'aux 18 ans, jusqu'à la majorité, mais aussi jusqu'à 21 ans. Donc, l'accompagnement, c'est dans une période plus loin. Et ça, c'est très important parce qu'à 18 ans, il y a des jeunes qui n'ont pas encore terminé l'école, pas encore trouvé une maison ou un travail.
Et donc, comme j'avais dit, les tuteurs volontaires. Et dans la loi de 2017, la loi prévu je vais un moment. Donc, dans la communauté, le jeune a la possibilité d'avoir un éducateur de référence. Et la communauté prit en charge toutes les connexions entre les jeunes, la ville, la municipalité, qui est le tuteur légal des jeunes, mais aussi tous les contacts avec le service sanitaire public, les services éducatifs scolaires, avec les associations de bénévolat, c'est l'éducateur de référence qui fait le lien entre le jeune et tous les autres services. Mais avec la loi de 2017, la loi prévoit aussi qu'une bénévole peut prendre en charge et faire de tuteur, en effet, pour les mineurs. Et donc, faciliter la croissance dans la société d'accueil et faire de liens aussi entre la communauté et la ville où le jeune doit s'insérer. Et donc, merci pour votre attention. Je dois dire pardon pour mon français, que ce n'est pas trop bon, pas parfait. Et si vous avez des questions maintenant, je suis ici et mon collègue Claudio aussi. Donc, si la réponse va être difficile pour moi, je vais lui traduire la demande. OK. Merci beaucoup, Annalisa, et bravo pour ton français. Franchement, merci à vous. Pas de souci de ce côté-là. J'espère que Andrea a pu suivre pour traduire directement. Merci beaucoup pour cette intéressante présentation. Il y a effectivement quelques questions dans le chat. Donc, notamment, je reviens plus sur son prénom, Hélène Commerly, qui demande si les communautés du Chase fonctionnent toutes avec la méthode communautaire. Donc, chez nous, les méthodes communautaires, c'est utilisé surtout dans les communautés pour l'addiction. Et les communautés éducatives et pour l'autonomie fonctionnent un petit peu dans une façon différente parce que le target est différent. Les mineurs étrangers non accompagnés ont des besoins qui sont différents. Pour l'âge, il y en a qui ont des problèmes de dépendance et donc ce sont les éducateurs qui vont faire le lien avec le service public pour l'addiction et ils font, oui, c'est ça. Ok, merci. Je suppose, Hélène, que c'était la réponse à votre question. S'il y a des détails, vous pouvez contacter en direct Annalisa, bien évidemment. Une deuxième question. Georges demande s'il y a des lieux et des moments de concertation entre les différents services de ce réseau autour de la gestion de cas individuels. Est-ce qu'il y a une concertation avec les services hors de ce réseau? Donc, en fait, il y a deux sous-questions. Oui, bien sûr. Oui, il y en a parce que pour chaque jeune,
comme j'ai dit, dans la communauté, il y a un éducateur de référence qui est responsable de la gestion, de l'écriture du projet éducatif et de tout ça. Mais le tuteur légal, c'est pour les mineurs, c'est la municipalité de la ville. Donc, l'assistance sociale des références du jeune, c'est chez la municipalité. Donc, périodiquement, il y a des rencontres entre l'éducateur et l'assistance sociale. Mais au besoin, il y a aussi des rencontres entre l'école et les éducateurs qui participent aux rencontres entre professeurs et familles, on dit. Et il y a des rencontres structurées entre tous les personnes qui sont activement participent dans la prise en charge du jeune. Et ça, ce sont aussi à l'extérieur du réseau Chase. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des résistances à cette collaboration en réseau? Est-ce que en général, il y a des parties qui mettent des freins, que ce soit de la part d'un des membres de ce triangle éducatif, voire même quadrille? C'est plus vraiment un triangle, c'est éducatif. Oui, peut-être que le point de vue sont un peu différents. Peut-être que les choses observées par les différentes personnes peut être un petit peu différent et donc un échange entre eux est très important pour collecter toutes les pièces de l'histoire ou de la vie du jeune. Surtout la difficulté en général, c'est toujours l'argent parce que pour les mineurs étrangers non accompagnés qui sont pris en charge légalement dans la municipalité, c'est la municipalité qui paie la communauté éducative de l'argent pour chaque jour. Et une communauté pour l'autonomie, c'est moins cher d'une communauté éducative. Et aussi, la communauté éducative, c'est moins cher d'une communauté thérapeutique. Et donc, il y a des fois, quand le jeune peut être borderline un peu, s'il y a des problèmes mentaux ou avec la dépendance, s'il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a quelqu'un qui cherche de dire pas, le problème c'est pas très grave, il peut rester là-bas, mais pour ça. Ok, merci. Et est-ce que vous avez mis, quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui mettent des freins ou des résistances à cette communication, enfin ce travail en réseau, est-ce que vous avez des outils particuliers ou des choses mises en place particulières pour vaincre ces résistances? Je vais demander a mon collègue. Claudio, scusa, chiedevano se nel caso in cui, visto che i minori stranieri hanno più persone coinvolte nella loro presa in carico, se ci sono dei punti di vista molto diversi e c'è qualcuno, diciamo, che rema contro o comunque che fa delle difficoltà, avete per mediare qualche strumento o qualche strategia in particolare? Rispondi pure in italiano, dopo traduciamo. O io, Andrea, adesso. Ok, sì, ti ringrazio, rispondo in italiano che mi viene meglio. Ma no, diciamo che più che dei punti di contrasto, hai fatto bene a specificare che il tutore legale è comunque il Comune di Modena, che diciamo ci affida ai ragazzi, si tratta di un vero e proprio affido e si basa su quello che noi rileviamo. Le assistenti sociali accolgono le nostre, diciamo, osservazioni, e di conseguenza però hanno poco margine di intervento, nel senso che, come ti ho sempre detto, difficilmente i ragazzi vengono spostati, quindi noi ci limitiamo ad osservare,
ma in realtà dei veri e propri punti di conflitto ci possono essere solo nel momento della dimissione, per cui i ragazzi vengono dimessi per forza di cose in un momento che magari non è quello per loro migliore, perché avrebbero bisogno ancora di un aiuto, ma purtroppo scadendo il limite dei 18 anni devono essere per forza dimessi. E questo è un po' il conflitto principale. Per il resto, sì, noi segnaliamo le difficoltà e poi però la decisione spetta a loro, quindi dei veri e propri contrasti non ci sono. Ecco. Ti ho risposto, Stella? O... Sì, a posto, grazie. Je vais traduire une synthèse de ces... Et il a dit que, donc, comme j'avais dit, le tuteur légal, c'est la ville, la municipalité. Donc, c'est l'assistance sociale qui prend toutes les décisions du jeune. Mais la plupart des fois, l'assistance sociale écoute ce que les éducateurs dans la communauté ont observé. Et oui, il y a quelquefois des points de vue différents, mais pas trop. Les problèmes, il y a des problèmes quand le jeune doit quitter la communauté et pourquoi? Parce que quand ils vont jusqu'à l'âge de 18 ans, ils sont mineurs et donc ils peuvent rester dans la communauté, avoir l'aide et tout ça. Mais quand ils vont avoir 18 ans et un jour, ils doivent quitter la communauté. Et quand le jeune n'est pas prêt d'être laissé toute seule, les éducateurs et l'assistance sociale peuvent avoir des points de vue différents, mais les éducateurs peuvent faire pas beaucoup de choses parce que jusqu'à l'âge, après la majorité, ils n'ont pas le pouvoir de faire. C'est la municipalité qui peut choisir de prendre en charge le jeune aussi s'il est majeur. Mais les éducateurs, pour maintenant, ne peuvent rien faire sur ça. Mais il n'y a pas beaucoup de problèmes entre les différentes personnes de le travail est bon en général. J'espère d'avoir répondu à la question. Voilà, Georges, est-ce que tu as eu toutes tes réponses? Donc, il y avait une dernière question. Enfin, Georges, tu as encore quelque chose à demander pour ça ou c'est bon? Hélène demandait si vous ne receviez pas de subvention pour ces MENA et si c'était bien la municipalité qui prenait tous les frais de séjour en charge. Oui, hein, c'est ça. Oui, c'est la municipalité qui paie maintenant. Mais je pense que dans le futur, en Italie, ils vont organiser des choses en toute façon un peu différentes parce que pour les municipalités, c'est un peu difficile et peut-être que dans le futur va être le ministère qui va prendre en charge tout ça. Merci beaucoup, Annalisa. Très intéressant. Et je pense que pour les questions plus précises, on peut encore poser la question directement. Ah ben j'ai encore peut-être une ou deux petites questions. Pour les autres usagers, vous recevez des subventions de l'État ou... Je n'ai pas bien compris la question, je pense. Pour les autres usagers, donc les usagers qui ne sont pas des MENA, est-ce que vous recevez des subventions pour fonctionner? Le Chase, oui. Par l'État. Okay. Oui, pour les jeunes, c'est la municipalité parce qu'ils sont des mineurs. Mais pour les personnes qui sont adultes, c'est par exemple pour qui a problème de dépendance, c'est le système sanitaire national qui prend en charge. Oui. Est-ce que vous séparez, est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique pour les mineurs? Question de Élise.
Ou bien est-ce que vous séparez mineurs et majeurs? Les fratries sont-elles séparées à un moment donné? Comment est-ce qu'on Pour les mineurs étrangers non accompagnés, oui, ils sont seulement des mineurs. Et donc, s'il y a des frères, quand le plus grand devient majeur, il quitte la communauté. Ah oui. Et ça. Oui, oui, ils sont séparés, jeunes et filles, ils ne sont pas dans la même communauté. Mais pour les communautés, pas pour les mineurs étrangers non accompagnés, mais pour les personnes qui ont l'addiction, il y a des communautés où il y a ensemble mineurs et majeurs. Ils font peut-être des activités séparées, mais ils vivent tout dans la même structure. Annalisa, dans la question de Élise, il y avait s'il y a deux frères, dont l'un est mineur et l'autre frère est majeur, est-ce qu'un lien est respecté entre eux ou est-ce qu'ils sont tout à fait séparés? Non, ils sont séparés parce que peut-être que si le frère devient majeur, il a un travail, une maison et tout ça. Et, quand le frère le plus jeune devient majeur, peut avoir une aide à l'extérieur. Mais les communautés pour MENA, ce sont seulement mineurs. OK. Merci beaucoup, Annalisa. Merci à vous. S'il y a encore d'autres questions, donc n'hésitez pas, vous pouvez contacter Annalisa directement. Si vous n'avez pas votre adresse, vous demandez chez Andrea ou chez Contact AE7 et on vous répondra bien gentiment. On peut peut-être passer maintenant à la présentation de Phoenix, les ados vers l'expérimentation de la non-consommation problématique par l'appartenance. Oui. Voilà, alors je donne la parole à... à nous trois au final. Okay. Bonjour à tous. Allez, bonjour. Vous avez 20 bonnes minutes. Donc, oui, ça va, d'accord. On va peut-être commencer par se présenter. Donc, moi, je m'appelle Clémence Vanacter, je suis psychologue au service jeune et je travaille aussi dans le centre de jour de la SBL Phoenix. Voilà. Moi, je m'appelle Caroline Grimard, je suis éducatrice spécialisée et donc je travaille dans Phoenix Jeunes et je travaille également dans le service de mesures judiciaires alternatives de la SBL Phoenix. Et voilà, moi, je m'appelle Sandra Lazare et je suis psychologue que au service jeune. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. En tout cas, pour nous, c'était important, dans un premier temps, de remettre le contexte de Phoenix et de l'institution. Donc là, vous voyez sur cette slide qu'on a pu pointer les différents services de Phoenix. En tout cas, le point commun de ces différents services, c'est vraiment pouvoir viser le rétablissement en accueillant, en écoutant, en soutenant, mais aussi en confrontant et en responsabilisant la personne toxicomane. Et le but, c'est de pouvoir l'accompagner donc vers un projet de vie sans drogue. Alors, le service jeune fait partie de l'entièreté de ces services-là. Malheureusement, avec le temps qu'on a à notre disposition, c'est pas possible pour nous de vous présenter tous ces services. On va vraiment s'attarder sur le service jeune et voilà, sur un des outils qu'on utilise plus particulièrement dans le service jeune. On peut passer à la slide suivante. Il faut aussi me dire si je parle trop vite, enfin nous dire si à un moment donné on est trop rapide. Pas de souci, pas de problème. Alors, en fait, le service jeune, donc c'est un des services qui est le plus jeune au sein de Phoenix. En fait, il est arrivé parce qu'on voulait pouvoir répondre notamment à une demande qui se faisait de plus en plus fréquente. D'abord, dans un premier temps, des familles, mais aussi des institutions qui travaillaient avec des jeunes et qui rencontraient, qui étaient confrontés à la consommation de jeunes. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse réagir et mettre quelque chose en place dans la région de Namur. Et donc, c'est comme ça qu'est né le service jeune en 2015. Alors, vous allez voir que les outils qu'on utilise au service jeune sont nés de façon assez progressive. Dans un premier temps, on a d'abord été, toute une partie de l'équipe, formée à la MDFT, donc qui est une thérapie familiale multidimensionnelle.
c'est pas sur cet outil-là que nous allons nous arrêter aujourd'hui, mais en tout cas, c'est important quand même de vous présenter la base. C'est qu'en fait, un même thérapeute a la possibilité de rencontrer le jeune seul, les parents seuls, la famille ensemble, et aussi pouvoir intervenir à un moment donné dans le milieu extrafamilial du jeune. Donc, si à un moment donné, on se rend compte que ce serait utile de pouvoir accompagner le jeune et ses parents à une réunion avec son éducateur au niveau de l'école, c'est quelque chose qu'on a tout à fait la possibilité de faire dans ce modèle MDFT. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre le jeune, pas comme étant le problème, mais plutôt prendre la famille comme une ressource. C'est vraiment ça l'idée générale. Et donc là, cette partie-là de notre travail, c'est plutôt les entretiens. À côté de ça, on s'est rendu très vite compte, assez rapidement, donc vous voyez, la MDFT est arrivée en février 2015, et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que parfois, dans certaines situations, la famille n'était pas toujours mobilisable, parce qu'on avait parfois des IPPJ qui prenaient contact avec nous, et donc voilà, les parents soit étaient trop loin, ou c'était pas une décision de justice pour l'instant que de travailler les aspects de la famille, mais par contre le jeune ou la jeune avait quand même une consommation vraiment problématique, associée à toute une série de comportements, et donc c'est comme ça qu'est né un programme plus adapté là aux jeunes seulement. Et donc là on propose déjà des entretiens aux jeunes seuls. C'est un nombre plutôt limité de séances et on va plus se centrer sur les comportements qui sont associés à la consommation. Et puis ensuite, évidemment, et c'est là-dessus qu'on va beaucoup plus s'arrêter aujourd'hui dans ce webinaire, c'est l'approche communautaire. Parce qu'effectivement, l'approche communautaire, c'est vraiment l'origine de Phoenix. C'est la méthode qu'on utilise dans le centre de jour. Et donc, ça nous paraissait inconcevable de ne pas pouvoir utiliser cette méthode aussi avec les jeunes et avec les parents, parce que des groupes de parole se mettaient déjà en place au centre de jour. Et ça, c'est ma collègue qui vous en parlera un peu plus longuement. Mais donc, en avril 2015, les groupes parents proches de jeunes se sont mis en route. Et puis, grâce à toute une série d'expériences qu'on a pu faire de notre côté, on suivi des groupes pour les jeunes et aussi, très dernièrement, ça c'est vraiment tout récent, les groupes d'animation qui se font le mercredi après-midi avec les jeunes. Voilà. Ce qui est important aussi à vous dire, c'est que pour nous, la plus-value vraiment de ces deux outils de travail, c'est la combinaison en fait des deux. On s'est vraiment rendu compte qu'en alliant thérapie familiale et approche communautaire, on avait des résultats beaucoup plus rapides, qu'en même temps les familles et les jeunes étaient au travail plus rapidement sur ce qui leur posait problème. On pouvait aussi intervenir plus vite. Donc, je vous donne un simple exemple. Si, imaginons, un module de groupe est mis en route et qu'en fait, donc la famille et les jeunes n'ont plus accès à ce module-là, à l'ouverture du module, on va pouvoir démarrer vraiment de façon plus intensive les entretiens individuels, les entretiens avec la famille, et puis ensuite, la famille pourra intégrer nos modules de groupe. Et donc, c'est vraiment ça le plus important à retenir, c'est qu'en combinant ces deux outils-là, le travail est plus rapide et va beaucoup plus en profondeur. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà, et donc c'est vrai que, comme Clémence vous l'expliquait tout à l'heure, les groupes sont vraiment venus après, donc on n'a pas démarré avec les groupes, mais c'est vrai que très rapidement, on s'est questionné en se disant, mais tiens, voilà, c'est vrai que le développement de l'identité d'un adolescent se fait au travers des processus d'identification, mais aussi par l'expérimentation de différents rôles dans les relations avec l'entourage, avec les pairs, à l'école, voilà. Mais que l'adolescence est aussi un moment où le jeune va prendre
de son autonomie. Et donc là, il y a une certaine adaptation qui doit être mise en place, non seulement de la part de l'adolescent, mais aussi de la part des parents. Mais comme Clémence vous l'expliquait aussi, on a l'influence aussi du centre de jour de Phoenix, où le groupe, c'est vraiment l'outil principal des communautés thérapeutiques, et ça permet vraiment de réinterroger des liens d'attachement, des limites, de pouvoir aussi se confronter les uns les autres. Et un autre groupe qui existait également, c'était le groupe Solidarité pour les parents et proches dans le service famille de Phoenix, mais où là, les parents et proches d'adultes toxicomènes se réunissaient et se réunissent toujours d'ailleurs 2 lundis par mois pour pouvoir déposer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent et pour pouvoir aller un peu piocher les outils des autres, comment on fait les autres parents qui sont dans la même situation. On a aussi été influencés juste avant de mettre les groupes jeunes en place. Nous sommes partis avec Essette à Proyecto Reven à Séville, où là, on a vraiment été interpellés par la manière dont les jeunes vivaient ces groupes à Proyecto Reven, où ils pouvaient se confronter et se lancer dans des discussions, dans des confrontations. Et quand on est rentré de ce voyage, on s'est vraiment dit, il faut qu'on mette ça en place aussi chez nous. Ça fonctionne tellement bien à Séville. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ici chez nous non plus. Et donc voilà, ça nous a vraiment permis d'aller un cran plus loin et finalement d'oser essayer ces groupes jeunes chez nous également. Je crois que c'est 2 ans après, mes collègues ont eu l'occasion d'aller à Portage au Canada. Et ça, Clémence, si tu veux peut-être expliquer un petit peu ce que tu as vécu à Portage. On a été vraiment, moi j'ai été vraiment immergée dans la communauté thérapeutique d'ados. Donc là, il y avait 2 communautés thérapeutiques, une communauté pour les ados garçons et puis une communauté thérapeutique pour les ados filles. Et moi qui pouvais encore avoir certaines réticences ou certaines craintes à pouvoir mettre ensemble dans un même groupe des jeunes qui ont des difficultés avec la consommation, toutes mes craintes et toutes mes peurs se sont envolées assez rapidement en vivant en fait au quotidien cette expérience. Et je me suis rendu compte de l'importance de pouvoir réunir des jeunes ensemble et de la richesse de ce qui pouvait s'apporter, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on se rend compte tous les jours, tous les lundis, quand on se retrouve en groupe avec les jeunes, on se dit, ils viennent pas pour nous, ils viennent parce que ils ont un intérêt pour l'autre jeune qui est à côté de lui le lundi d'avant et qui allait peut-être pas bien. Et ils reviennent pour ça, pour voir comment il va, comment il s'en est sorti, si les engagements qu'il avait pris, mais il a réussi à les tenir. Et ça, c'est vraiment merveilleux à voir. Et moi, tant que je ne l'avais pas vécu, moi-même, je ne me rendais pas compte vraiment du pouvoir, en fait, que le groupe auprès d'ados pouvait avoir. Je pense, on peut passer à la slide suivante, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, les groupes se sont mis en place au fur et à mesure. C'est vrai qu'au début, on y allait un peu à tâtons. Comme je vous l'expliquais, il y avait déjà un groupe Solidarité pour les parents proches d'adultes toxicomènes qui était mis en place par le service famille 2 lundis soirs par mois. Et donc, au début, on s'est dit, on va prendre les 2 autres lundis du mois pour créer le groupe parents d'adolescents. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré ces groupes pour les parents uniquement à ce moment-là. Et donc, voilà, ce groupe fonctionnait relativement bien. C'est vrai que il y avait un petit noyau comme ça qui était là dans ce groupe. Et c'était vraiment un moment pour eux de pouvoir se poser, de pouvoir s'écouter, se sentir respecté, sans être jugé, se sentir compris aussi. Et donc, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a démarré avec les parents.
Par la suite, donc suite à nos voyages avec ESSET, on s'est dit, là voilà, il faut vraiment mettre la deuxième et passer au groupe jeune également. Et donc, on s'est dit, mais tiens, ce serait bien que les jeunes puissent venir en même temps que leurs parents. En plus, ce qui était chouette, c'est que dans le bâtiment précédent où on travaillait avant, donc on a déménagé il y a 2 ans et demi, donc dans le bâtiment précédent, il y avait une friterie juste à côté du bâtiment. Et donc, après le groupe, les jeunes et les parents se retrouvaient à la friterie ensemble et pouvaient communiquer de ce qu'ils avaient chacun vécu dans leur groupe. Et donc, voilà, ça créait une certaine dynamique, c'était assez chouette. Et donc, à ce moment-là, donc, les groupes, c'était toujours 2 lundis par mois, de 18h à 19h45. Ensuite, on s'est dit, c'est pas assez. Les jeunes, c'est compliqué pour eux de se sentir appartenir à un groupe en participant à ce groupe que 2 soirées par mois. Et donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on accentue ce groupe jeune. Il faut qu'ils se sentent appartenir. Il faut qu'ils se sentent compris. Il faut vraiment créer quelque chose entre eux. Et donc, on a décidé d'inviter ces jeunes tous les lundis pendant plus ou moins 10 semaines, toujours de 18h à 19h45. Et donc, c'est comme ça vraiment que le module mis en place a démarré tout doucement. Et pour les parents, on a également accentué, où là, les parents avaient groupe 6 lundi soir sur les 10 semaines. Et donc, c'était moins évidemment que les jeunes, mais voilà, on se disait il faut quand même accentuer et c'est important que les parents aussi soient là et qu'ils fassent cette démarche ensemble. Ici, plus récemment, donc au mois de septembre, on s'est dit il n'y a pas de raison. On sait que si les jeunes ont besoin de se sentir appartenir pour ramener du changement, pour les parents, c'est la même chose. Les parents doivent aussi se sentir appartenir pour amener du changement. Et donc, on a pris la décision vraiment de créer ce module de 10 groupes. Donc, les parents et les jeunes viennent tous les lundis soirs pendant 10 séances de 18h à 19h45. Et donc, on fait environ un module par trimestre scolaire. Et donc, voilà, pour mobiliser l'ensemble de la famille dans le processus de changement, on organise ces groupes au même moment. Et c'est vrai que ça permet par la suite, on se rend compte quand on utilise certains outils dans un groupe, on voit que les parents et les jeunes en ont rediscuté le soir sur le chemin du retour pour rentrer à la maison. Voilà, donc il y a des choses qui continuent après le groupe. Le groupe ne se termine pas à 19h45, il continue dans la voiture sur le chemin de retour de la maison et il continue encore par la suite dans les repas de famille, etc. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Mais oui. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on a décidé de mettre en place ce module de 10 séances pour les parents et pour les jeunes, il fallait qu'on s'attarde un peu à structurer ce module. On ne pouvait pas faire des groupes, 10 groupes d'affilée. Il fallait vraiment qu'on mette les choses en place et qu'on réfléchisse à comment organiser ça. Et donc, on commence toujours le module par une séance d'information. Et donc, lors de la séance d'information, en fait, on invite toutes les familles qui se sont manifestées auprès du service jeune. Donc, c'est tous les jeunes et tous les parents qui, à un moment donné, nous ont contactés et ont rencontré quelqu'un de l'équipe. Voilà, peu importe qu'ils suivent le module par la suite ou pas. Voilà, c'est vraiment une première étape, c'est vraiment là qu'on va expliquer à quoi sert le module et qu'est-ce qu'on va vouloir transmettre dans ce module. Ensuite, il y a les groupes de pairs donc, qui ont lieu les lundis soirs. Voilà. Il y a une soirée thématique où on va inviter un spécialiste. On peut inviter un médecin pour parler des conséquences de la consommation chez les adolescents. On a invité également
une dame qui travaille avec les juges de la jeunesse pour parler des conséquences au niveau judiciaire chez les jeunes. Et donc voilà, c'est vraiment un moment qui permet de transmettre quelque chose, non seulement aux parents, mais aussi aux jeunes. Donc c'est vraiment une transmission d'informations. Et alors, on a également mis en place des séances multifamiliales. Donc, on en organise 2 sur le module. Il y en a une qui s'effectue plus ou moins au milieu du module. Donc, c'est environ la 5e séance, le 5e lundi soir. Et une séance pour clôturer le module. Et là, c'est vraiment les séances multifamiliales, en tout cas, moi, c'est ce que je préfère personnellement, parce que c'est vraiment la concrétisation de ce qui fait dans les différents groupes de pairs. Mais c'est aussi, je trouve que c'est vraiment interpellant de voir à quel point c'est un moment de compréhension de chacun. Dans ces séances multifamiliales, en général, on fait des jeux de rôle. Donc, c'est un des outils qu'on utilise dans les séances multifamiliales où les parents vont devoir jouer le rôle des adolescents et les adolescents vont devoir jouer les rôles de leurs parents. Et donc, voilà, il y a vraiment une certaine compréhension et enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se transmet dans ces séances multifamiliales. Voilà, merci. Donc, concernant les groupes jeunes, je vais essayer de passer rapidement sur cette slide parce que ce qui va surtout être intéressant, je pense, pour vous aussi, c'est qu'on vous partage un peu plus les quelques outils qu'on utilise. On en a choisi quelques-uns qui sont assez représentatifs du travail qu'on fait avec les jeunes, mais aussi avec les parents. Donc, en fait, concrètement, l'objectif du groupe jeune, c'est de pouvoir soutenir et se confronter entre pairs, mais aussi développer tous les facteurs de protection entre eux. Donc, les thèmes qu'on va pouvoir aborder dans les groupes jeunes, ça va être de pouvoir mieux exprimer ses émotions, mieux les communiquer, de pouvoir travailler sur l'affirmation de soi, apprendre à dire non, la relation avec ses pairs. Ça, c'est les thèmes généraux qu'on va pouvoir aborder dans ces groupes-là, dans ces groupes jeunes. On peut passer à la slide suivante. Andrea, merci. Voilà, mais je vais aussi rapidement passer cette slide. Donc, pour les groupes parents, mais voilà, les objectifs principaux, c'est vraiment permettre aux parents d'avoir un espace de rencontre, un espace où ils vont pouvoir déposer ce qu'ils vivent avec leur ado. Ils vont pouvoir se sentir non jugés parce que c'est vrai ce que les parents amènent souvent dans ce groupe, c'est qu'ils peuvent en parler à personne de leur situation. Ils ne peuvent parler de la dépendance de leur enfant à personne, ni au boulot, ni à leurs collègues, ni à leur famille parce qu'ils se sentent jugés. Et en général, on leur dit, mais t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça. Et donc voilà, ils se sentent pas écoutés, ils se sentent pas compris. Et donc dans ce groupe, ça permet vraiment ça, de se sentir écouté, de se sentir compris et de réfléchir ensemble à des solutions, de réfléchir ensemble à leurs pratiques de parents, comment ils fonctionnent eux en tant que parents. Et ça leur permet aussi, et ça c'est très important, de pouvoir retrouver de l'espoir en entendant aussi les histoires de parents peut-être un peu plus anciens qui s'en sont sortis ou qui s'en sortent. Et donc voilà, c'est vraiment important. Merci. On peut aussi passer à la slide suivante. Donc, Caroline vous l'a dit, on met toujours en place une soirée thématique pendant le module et c'est une rencontre avec d'autres professionnels qu'on invite en fonction des questions aussi que les familles, les jeunes se posent. Et donc, elle vous a aussi donné des exemples tout à l'heure. Donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc les multifamiliales, ben voilà, je vous expliquais tout à l'heure, les objectifs, c'est vraiment de réunir les parents et les jeunes qui se sont investis dans le module, de susciter les échanges entre les parents, les jeunes de familles différentes. Et donc voilà, ça permet vraiment aux parents et aux jeunes de mieux collaborer et de mieux communiquer pour amener du changement. Et ça permet aussi de faire le point sur le travail qui a été fait dans chacun des groupes respectifs.
Voilà, on peut passer aux outils. Bon, et la slide suivante, voilà, parfait, super. Donc ça, c'est la météo du jour, c'est un des outils qu'on utilise dans le groupe jeune. C'est plutôt un rituel pour démarrer le groupe avec ces jeunes. Donc on va demander à chacun, dès qu'il arrive en fait dans notre salle de groupe, de pouvoir prendre le marqueur et s'inscrire dans une de ces cases en fonction de l'humeur, de l'émotion dans laquelle il est, dans laquelle il se sent en démarrant ce soir. Et donc, spontanément, on va aussi lui demander, quand il a écrit son prénom, de pouvoir transmettre ce bic à voilà, quelqu'un dont il aimerait savoir ce qui se passe pour lui. Et on va démarrer le groupe à partir de ce tableau-là. Et donc, c'est super intéressant parce qu'en même temps, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur comment ils vont, les jeunes, pour l'instant, comment ils sentent pour le moment. Et puis, c'est pas nous, les animateurs du groupe, qui allons faire les choses, c'est surtout, on va leur demander de faire les choses entre eux. Donc, si, imaginons, Martin voit que son voisin Hugo est plutôt dans l'orage, ben, certainement qu'il va se questionner sur le pourquoi il se retrouve à cet endroit-là. Et le but, ça va être qu'il le fasse dans ce groupe, qu'il questionne, qu'il interroge, qu'il lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'il fasse des liens aussi entre le groupe de la semaine précédente. Et en fait, d'emblée, dès le départ et assez vite, en fait, le groupe démarre de cette façon-là grâce à ce simple outil au final pour les jeunes. Et évidemment, enfin, un des facteurs de protection pour pouvoir vraiment faire en sorte que il n'y ait pas de troubles qui apparaissent, c'est de pouvoir exprimer et gérer ses émotions. Ça, c'est un des facteurs de protection qu'on va essayer d'augmenter un maximum à travers notre module groupe. Et donc ça en fait partie en plein. Il reste environ 5 grosses minutes, ça ira. On va essayer. On va faire en sorte, oui. Pas de problème, pas de problème. Bon, on n'est pas là pour 2-3 minutes, hein, mais... D'accord. Voilà, donc ça c'est un outil qui est vraiment utilisé en général dans le groupe des parents. Une des premières étapes, c'est vrai, avec les parents en tout cas, c'est de diminuer l'angoisse et l'inquiétude. C'est vrai que les parents, en général, quand leur enfant consomme, ils partent vraiment dans l'imaginaire. Et vous le savez aussi, quand on part dans l'imaginaire, souvent, c'est jamais du positif. On va souvent aller nourrir du négatif, du stress, voilà, des choses qui pourraient être encore plus compliquées. Et donc, c'est vraiment important avec les parents de pouvoir recentrer sur la réalité. Et donc, voilà, c'est vraiment ça que j'utilise. Donc, c'est ce que j'imagine qu'il pourrait se passer dans un très grand cercle, ce qui peut se passer dans un cercle un peu plus réduit. Et le petit point, c'est ce qui arrive en réalité. Voilà, on peut passer. N'oubliez pas qu'Andrea traduit. Hein. Oui, désolée. Merci. Voilà, donc ça c'est un deuxième outil également que j'utilise avec les parents. Donc ce que je vois, quand les parents arrivent, souvent ce qui est ciblé, c'est vraiment la consommation du jeune. Et donc la consommation est vraiment le point central. Les parents ne voient plus que ça. Les parents ne voient plus que leur enfant comme un consommateur et oublient finalement la personnalité de leur enfant et tout ce qu'ils peuvent vivre de chouette avec leur enfant. Et donc souvent je leur dis, mais voilà, qu'est-ce que vous voyez là sur la feuille? Mais tous me disent, je vois un point. Mais ce que j'aime bien, moi, leur amener, c'est qu'il y a ce point sur la feuille, mais il y a tout ce qui est à côté, il y a tout le blanc qui entoure le point qui est là aussi. Et donc, pour leur enfant, c'est la même chose. Il n'y a pas que la consommation de leur enfant, mais il y a tout ce qu'il y a autour et tout ce qui fait que leur enfant est leur enfant et tous les moments qu'ils peuvent partager avec eux également.
Voilà, merci. Ce qui est important aussi de travailler avec les parents, donc c'est les pratiques parentales. Et donc les pratiques parentales, ben voilà, il y en a 5 avec lesquelles on travaille vraiment régulièrement. Donc la première, amour et lien. Je vais vous expliquer vraiment très brièvement. Mais voilà, les adolescents ont vraiment besoin que les parents maintiennent une relation chaleureuse pour qu'ils puissent se sentir soutenus et pour qu'ils puissent se sentir acceptés. Superviser et observer, ben, les adolescents ont besoin que les parents soient au courant de leur vie, soient au courant de ce qu'ils font et qu'ils aient un bon réseau d'adultes bienveillants autour d'eux. Guider, limiter, mais les adolescents, ils ont besoin de limites, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin qu'on leur dise non. Parce que c'est ça qui les aide aussi à se construire et à grandir en adultes responsables. Servir de modèle et conseiller. Mais ça, c'est juste de la cohérence finalement. Voilà, il faut être cohérent avec son adolescent. Et fournir et recommander, mais ça rejoint plus les besoins primaires, bah, nourrir son enfant, lui fournir des soins médicaux, lui fournir un toit, etc. Voilà, merci. La table de mixage, mais ça c'est vraiment un parallèle finalement avec une table de mixage comme lors d'un concert. Donc, mais on part du principe comme dans un concert que parfois quand on entend le micro, donc la chanteuse un peu trop fort, il ne faut pas forcément juste diminuer le son du micro, mais peut-être qu'on va devoir augmenter les basses, diminuer la batterie, augmenter les voix qui sont en arrière-son. Et donc voilà, c'est vraiment tout un jeu d'équilibre comme ça à remettre en place. Mais avec les parents et en tout cas avec les pratiques parentales, j'aime à penser que c'est un peu la même chose et que donc par exemple, pour qu'un adolescent s'autonomise un peu plus, et donc pour augmenter le curseur de l'autonomie, mais peut-être que les parents vont devoir un peu plus diminuer les limites. Et pour diminuer les limites, pour que les parents se sentent à l'aise, il va falloir augmenter la communication pour pouvoir être au courant justement de ce que fait son ado quand il n'est pas à la maison. Quand il n'y a pas beaucoup de confiance, quand les adolescents sont enfin voilà, sortent, font des bêtises, etc., le lien de confiance vient à diminuer. Pour pouvoir rétablir un peu la confiance, peut-être qu'il va falloir augmenter les limites, mais aussi augmenter du coup la communication pour pouvoir réaugmenter aussi le niveau de l'autonomie. Et donc voilà, c'est vraiment tout un jeu d'équilibre comme ça entre les pratiques parentales pour que chacun puisse se sentir bien dans la relation avec son enfant ou avec ses parents. Alors, le psychodrame, ça c'est un outil qu'on utilise au moins une fois dans chaque module. Donc, on a la grande chance de pouvoir travailler avec le docteur François-Xavier Polis, qui est pédopsychiatre et qui est aussi formé en psychodrame. Le psychodrame, c'est quoi? C'est la thérapie par le jeu. Et donc, quand je dis qu'on a la grande chance, c'est qu'il accepte de pouvoir nous accompagner et animer une séance de psychodrame dans un groupe avec les jeunes et puis dans un groupe avec les parents aussi tout au long cours du module. Et donc l'idée du psychodrame, c'est de pouvoir vraiment se représenter de façon scénique, donc en jouant à un moment de son histoire, une situation qu'on a vécue, mettre en scène cette situation-là. Et l'idée, ça va être on va pouvoir venir doubler la parole de l'autre. Donc l'animateur va pouvoir à un moment donné aider à l'expression du jeune ou du parent et à pouvoir doubler de façon différente l'événement qui est survenu et comment ça s'est déroulé. Donc c'est un outil assez puissant émotionnellement et c'est vraiment très intéressant de voir ce qui ressort, que ce soit du côté des jeunes que du côté des parents.
Voilà, on utilise aussi pas mal d'images dans les groupes. Moi, je vais vous présenter les blobs et Clémence vous présentera les deux autres par la suite. Donc, les blobs, mais voilà, donc c'est un travail qui est individuel au départ. Et donc, moi, je demande aux parents, je donne une feuille blob à chacun des parents. Et voilà, je leur demande un thème. Donc, par exemple, ils devraient entourer le blob qui les représente en tant que parents pour l'instant dans la relation avec leur enfant. Donc, aujourd'hui, comment je me sens dans la relation avec mon enfant. Et donc, ils entourent le blob adéquat. Et par la suite, voilà, ça permet vraiment de pouvoir au grand groupe expliquer un petit peu. Ça permet vraiment d'engager le dialogue. Ça permet d'avoir un regard plus lointain finalement et de se détacher un petit peu de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent pour pouvoir par la suite amener ça en grand groupe et pour pouvoir trouver des solutions pour se sentir mieux dans la relation avec leur enfant. Et du coup aussi, si je suis ce que vient de vous dire Caroline, les blobs, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser avec les jeunes. Et donc, quand elle vous expliquait tout à l'heure que c'était vraiment amusant de voir les jeunes et leurs parents quitter Phoenix parce que parfois même dans le couloir, en descendant du groupe et en retournant à leur voiture, ils sont déjà en train de parler de cet outil-là, par exemple, qu'on peut utiliser dans un groupe comme dans l'autre. Donc c'est vraiment super intéressant. Et alors, les deux autres outils, je ne suis pas certaine que je vais vous apprendre vraiment grand-chose, mais la première photo, c'est les cartes du jeu Dixit. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup, surtout avec les parents, mais aussi surtout avec les ados. C'est une façon de leur demander de se représenter, eux, là, à l'heure d'aujourd'hui, de représenter leur situation pour l'instant. Alors, on peut venir avec, là, c'est très vaste comme question, mais on pourrait venir avec des questions bien plus précises et leur demander de pouvoir choisir une image qui représenterait ça. Et c'est super intéressant parce que ça fait naître aussi l'interaction auprès des jeunes, parce que sur une même carte, on ne va pas y voir forcément la même chose du point de vue de son voisin ou du jeune d'à côté. Peut-être qu'on va voir quelque chose de complètement différent. Et donc de là naît l'interaction en fait entre les jeunes. On utilise aussi, j'imagine que vous avez bien compris que l'expression émotionnelle et la gestion des émotions, c'était quelque chose qui nous interpellait et sur lequel on essayait vraiment de travailler beaucoup. Donc, on utilise les cartes du langage des émotions et les cartes des besoins aussi également. Les cartes de l'enfant intérieur, c'est des cartes qui sont quand même assez semblables aux cartes Dixit, du jeu Dixit. Voilà. Est-ce que vous avez terminé? On a terminé jusqu'à demain. On a terminé, oui. Merci. Fantastique. Très bien. C'est bien, vraiment toutes des présentations très, très intéressantes. Merci beaucoup. J'ai quelques questions dans le chat, effectivement. Notamment, Hélène nous demande comment gérez-vous la question de la confidentialité des échanges dans la mesure où les jeunes vivent dans leur environnement habituel? Certains n'ont-ils pas tendance à raconter ce qui s'est dit dans leur groupe et de le dire dans le quartier? Oui, mais donc du coup par rapport à la confidentialité, donc on leur fait signer un contrat en début de module qu'ils ont co-construit et qu'ils améliorent d'année en année et forcément la confidentialité c'est vraiment important pour tout le monde et je pense qu'en général ils s'y tiennent. Et parce qu'il parle aussi de non-jugement et de secrets, tout ce qui peut se partager au sein du groupe et pas ailleurs. Mais à côté de ça, ce que je trouve intéressant, c'est justement qu'ils en parlent, mais pas du contenu, mais des groupes et de Phoenix dans leur quartier, dans leur groupe d'amis. Et donc, il y en a beaucoup qui amènent leurs amis, leurs familles, et parfois des parents aussi qui souffrent pour le centre de jour. Ok, merci. Au niveau de votre méthodologie pour la formation MDFT, quelle méthodologie, quel organisme avez-vous comme référence? On a été en formation avec la Cannabis Clinique à Brugman. Donc, on a fait au départ 4 journées de pré-formation, d'initiation à la MDFT et par la suite, on a entamé la formation qui a duré 3 ans
avec des superviseurs de la cannabis clinique. Merci. Georges est content que vous ayez puisé dans le modèle, puisé ce modèle dans vos stages 7 en Espagne et au Canada. Et il trouve que c'est vraiment une belle application des stages 7. Alors, il y a Élise qui dit, je ne sais pas si la SBL Phoenix connaît l'outil Trésor de parents. Donc, elle met le lien dans le chat pour aller voir. Merci. C'est un outil prévu pour faciliter des moments d'échange et de partage entre ados et parents autour des conduites à risque. Très bien, Oui, il devrait être disponible. On l'avait vu au CLPS, effectivement. Ah, ben voilà. Moi, je l'avais regardé, mais... Et pour ceux que ça intéresse, le lien est dans le chat, donc n'hésitez pas à aller voir si vous travaillez avec des ados et avec des familles en difficulté de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez directement désactiver votre micro maintenant et les poser. Si je vois tout le monde, je pourrais facilement donner la parole. Apparemment, en tout cas, c'était complet. C'était complet, bien expliqué. Et, voilà, les deux présentations étaient vraiment très bien. Merci à tous les présentateurs et aux personnes qui ont participé à cette information. Je vais repasser la parole à Georges, qui souhaite faire un lien direct entre ce que vous avez vu, la façon dont ça a été fait, et le nouveau projet de l'Académie. Georges, n'oublie pas de débloquer ton micro. Voilà, merci. Voilà. Avant ça, je vais donner quelques minutes à Paulina pour qu'elle puisse parler de sa recherche de bonnes pratiques pour les prochains webinaires. Vas-y, Paulina. Voilà, donc, vous m'entendez bien? C'est OK? OK. Voilà, nous sommes toujours à la recherche des bonnes pratiques. Une fois par mois, on fait un webinaire. Les prochains, on ne va pas faire en juillet-août, donc les prochains, c'est en septembre. Et je crois, si je ne me trompe pas, Fabienne et Georges, c'est les bas seuils, je crois. Puis, on a la prévention, c'est aussi dans celui des bas seuils, prévention, réduction. Mais réduction des risques, je pense qu'il y a aussi, non? Aussi. Oui, et le dernier, c'est en novembre, le dernier en français, hein. C'est en novembre. Et là, il y a tout ce qui est la qualité, ressources humaines, création de projets et des choses comme ça. Donc, si ça vous intéresse, nous sommes toujours à la recherche des bonnes pratiques. Vous êtes les bienvenus. Même pour nos collègues des Phoenix, s'ils veulent encore présenter quelque chose en septembre, en novembre, c'est aussi très bien. Donc, il faut me contacter. Je vais mettre mon mail ici dans le chat. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Et alors, si vous avez des bonnes pratiques pour un thème qui est déjà passé, envoyez-les quand même parce qu'on les mettra au webinaire de 2022. On fera de nouveau les 5 grandes thématiques. Voilà. Et aussi, les personnes qui parlent anglais, s'il y a un collègue ou l'autre qui parle anglais aussi, vous êtes les bienvenus. On fait les mêmes parcours dans les webinaires en anglais. Donc, le prochain, on a déjà 2 bonnes pratiques. On attend une troisième pour le 25 juin, que c'est les familles et les networks. Hein. Et le suivant, c'est en octobre. Et ça, c'est aussi c'est les groupes cibles en octobre. Et en décembre, c'est aussi, voilà, on en a un autre. C'est celui qu'on a fait. Attends. Ça, c'est les bas seuils aussi, mais en anglais. Ils sont un peu en décalé, je pense. Donc, si vous parlez anglais aussi, c'est aussi parfait. Vous pouvez me contacter. Mon mail est dans le chat. Il n'y a pas de souci. Merci, Paulina. Voilà. On va démarrer sur la présentation sur l'Académie E7 et l'invitation qu'on vous fait de devenir vous aussi formateur dans des bonnes pratiques que vous maîtrisez. Donc, les slides sont en anglais, mais le commentaire sera en français. Voilà, Andrea, tu peux passer au slide suivant. C'est ça. Donc, au fond, le socle, la base de E7, ce sont les stages, le modèle du compagnonnage, apprendre en voyageant. On a fait ça depuis 2006. Il y a eu plus de 1200 stagiaires et stages depuis 2006. On a construit une plateforme e-learning avec plein de bonnes pratiques
qui ont été ramenés par des gens comme les gens de Phoenix, par Vanessa et par d'autres qui ont vu des choses intéressantes à l'étranger. Et sur base de ces bonnes pratiques décrites par les stagiaires, aujourd'hui, on fait des webinaires qui sont présentés non pas par les stagiaires, mais par les professionnels qui exercent ces bonnes pratiques. Donc en 2020, suite au Covid, on a commencé à faire des webinaires en anglais et en français. Et en 2021, on s'est dit, mais au fond, pourquoi ne pas aller un pas plus loin et faire une académie. Au fond, l'originalité de ces académies, c'est vraiment d'être extrêmement pratique, centré sur les bonnes pratiques et également de faire des formations adaptées aux besoins particuliers de certaines équipes ou de certaines personnes. Suivant. Voilà, historiquement, au fond, le secteur qui est à l'origine de E7, c'est le secteur des addictions et en particulier des communautés thérapeutiques. Avec le temps, ça s'est étoffé. Maintenant, on n'a pas seulement des communautés thérapeutiques, on a d'autres types d'interventions dans les addictions, comme le bas seuil d'exigence, etc. Et puis, d'autres secteurs professionnels ont également utilisé les réseaux et les échanges E7 comme le travail social pour tout ce qui est l'exclusion et la pauvreté, le secteur jeunesse et le secteur psychiatrie qui ont commencé également. Voilà, peut-être que ceux-ci viendront à un moment dans l'académie. Pour le moment, l'académie, on la commence avec ceux qui sont dans le secteur addiction. Alors, on a dit, il y a au fond 5 grandes catégories de pratiques. Et au fond, ce sont la première catégorie, celle qu'on a fait en janvier ou février, je ne sais plus, et qu'on refera à partir de janvier 2022. C'est tout ce qui est traitement des addictions avec l'approche communautaire. C'est ce qu'a expliqué entre autres Phoenix aujourd'hui, c'est ce qu'avait expliqué Trampoline ou le CEID dans un webinaire précédent. Donc, c'est tout ce qui est les phases d'accueil, premier contact avec les personnes toxicomanes, la phase communauté thérapeutique, la phase réinsertion sociale, la formation professionnelle pour les personnes qui sont dans un programme thérapeutique, et puis des outils spécifiques. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les partenariats avec les familles, donc entre la communauté et les familles, ou entre la communauté et les services extérieurs. La troisième catégorie, et ça, on était là-dedans aujourd'hui, ce sont les groupes cibles. On n'est pas centré là en tout sur une technique, on est centré sur un certain public. Aujourd'hui, on était centré sur le public des MENA et sur le public des jeunes qui consomment des drogues. Et là, on a vu différentes bonnes pratiques qui tournent autour de ce public cible qui étaient les jeunes. On aurait pu avoir des bonnes pratiques autour de tout ce qui est la consommation des drogues ou l'abus des drogues au féminin, le double diagnostic, qui est le bas. Pardon, je vais trop vite. Donc c'était sur les groupes cibles. On avait donc les jeunes aujourd'hui. On pourrait avoir les femmes qui abusent de drogue. Quelles sont des techniques spécifiques pour les aider? Le double diagnostic, l'aide aux toxicomanes qui ont des problèmes avec la justice, etc. Ça, c'était le webinaire d'aujourd'hui. Et alors, en septembre, nous aurons le bas seuil d'accès. Je dirais même plutôt bas seuil d'accès que bas seuil d'exigence. C'est rejoindre les personnes qui abusent de drogue là où elles sont. Et si elles sont encore consommatrices actives par injection, eh ben c'est les rejoindre là-dedans, avec tout ce qui est la réduction des risques, également tout ce qui va être la substitution, le travail social de rue, et également on a mis là-dedans tout ce qui est la prévention, donc aller dans les écoles. Paulina avait déjà fait une présentation là-dessus au mois d'octobre l'année dernière. Et donc, fin de l'année, ce sera tout ce qui est plutôt pour le management des équipes, ressources humaines, gestion de la qualité, la récolte de fonds, etc.
Et donc, dans l'académie, on retrouve ces 5 pôles de bonne pratique et de formation. Alors, on est occupé à créer un catalogue sur ce que l'académie offre. Et on voit ici, par exemple, dans la colonne de gauche, les formateurs. On a, par exemple, Monsieur A de Argo en Grèce, qui parle grec et anglais et qui pourrait nous présenter ou former des gens au groupe d'émissions radio. Par contre, on voit que ce travailleur-là, dans ce qui est les partenariats, il ne nous a pas renseigné de bonnes pratiques qu'il faisait, ni dans les catégories suivantes, 3, 4 et 5. Et puis, on a Madame B de CEID en France, qui peut former en français et en anglais sur le jardin thérapeutique, mais également sur la technique tapage, etc., etc. On voit dans les différents pays des gens qui sont parfois capables de former uniquement dans leur langue, mais c'est intéressant aussi. Parfois, on va bricoler, on va inventer une solution langue, comme ce que Andrea fait aujourd'hui pour les travailleurs italiens. Il traduit pendant la formation. Et donc, on va créer progressivement une arborescence de bonnes pratiques. Alors, ces bonnes pratiques, l'originalité que nous a apporté Andrea, et moi, c'est une découverte, c'est que finalement, on peut utiliser des masses de médias. On peut faire des formations mélangées de présentiel et d'en ligne, des formations mélangées entre des enregistrements de cours, des documents en ligne, des bases de données de bonnes pratiques, de la supervision, des ateliers. On peut mélanger des masses d'outils différents autour du besoin de telle ou telle personne ou équipe à former. Donc, c'est là qu'on essaye de faire du customisé, d'adapter l'offre aux besoins pratiques de telle équipe ou de tel travailleur. Et tout ça, on va le retrouver sur la plateforme en ligne, Académie. Alors, on a travaillé il y a une semaine ou 2 semaines ensemble, ceux qui créent l'académie, sur mais comment va-t-on gérer le paiement des formations. Alors, la première chose importante, ce sont les valeurs. L'académie rentre dans les valeurs de E7 et ces valeurs sont la durabilité, la simplicité, la solidarité et l'équité. Également, on essaye d'avoir des formations d'une grande qualité par rapport à l'argent qui est demandé, de faciliter l'accès à la connaissance, qu'il y ait une transparence et que ça reste dans l'optique de non-profit, c'est-à-dire que si on fait des bénéfices, c'est réinvesti dans les activités de l'académie et de l'E7. Alors, il y a quelques grandes règles. Les formateurs seront payés sur base d'un prix horaire commun. On va décider ça dans le mois qui vient. Au mois de juin, on va décider quel est le prix horaire pour les formations de l'académie. Alors, les clients, eux, seront payés sur base du nombre de participants. Donc, si on se rend à tel endroit en France ou en Belgique ou ailleurs pour former, combien de participants y a-t-il? Et c'est, je ne sais pas moi, peut-être 20 € par stagiaire et par heure à voir. Là aussi, ça va être fixé dans le mois de juin. Alors, il y aura des factures adressées au nom des formateurs, aux clients, et ces factures seront centralisées chez E7 Networks, et c'est à Fabienne à qui on demandera de faire cela, et ce sera payé en partie grâce à une commission. Pardon, quelqu'un demande quelque chose? Oui, c'est moi, petite rectification. Genre, oui. Au niveau de l'établissement des factures, ce sera précisé plus tard. C'est E7 Network qui va gérer les factures. Ce ne sera pas au nom des formateurs, sauf s'ils le souhaitent, mais généralement… c'est ça. Les détails, de toute façon, de ce genre de tout cela seront… Donc, on a maintenant le mois de juin. Et jusqu'en septembre, on commencerait vraiment l'académie de manière tout à fait active avec des formations. Donc, on a jusqu'aux vacances encore pour mettre au point
les derniers détails du catalogue de l'Académie. Suivant. Voilà, donc vous pouvez avoir plus d'informations en lisant la charte des services de l'Académie, c'est en anglais. Vous avez le lien sur ce slide. Vous pourrez retrouver ce PowerPoint avec ce slide et ces liens sur la plateforme Académie. Andrea fera ça d'ici lundi, il mettra ce PowerPoint en ligne. Alors également, on vous invite tous à dire, mais moi, je suis disponible, je suis prêt à former quelqu'un sur telle bonne pratique que j'ai. Et on vous demandera si votre bonne pratique a déjà été écrite dans la base de données ou si vous voulez bien écrire cette bonne pratique qu'on validera et qu'on publiera. Et donc, si vous êtes partant, eh bien, envoyez un signal à Fabienne à contact@e7.eu ou à andreascari@gmail.com. Et ça, c'est tout pour cette partie-ci. Donc, voilà, s'il vous plaît, essayez de le faire avant le 18 juin si vous êtes prêt à participer à ce pool de formateurs de l'Académie E7. Et s'il y a des questions, vous pouvez les noter dans le chat. Je les reprendrai après la deuxième présentation. La deuxième présentation, ce sera pour vous dire, mais vous savez que vous pouvez, vous aussi, voyager. Certains le savent. Je vois Vanessa, qui, elle, est une des premières grandes routières de E7. Elle a été un peu partout, en Pologne, en Irlande et un peu partout. Et donc, les équipes de trampoline utilisent ça abondamment, mais chacune de vos équipes peut demander à l'Union européenne de l'argent pour aller pendant quelques jours rencontrer des confrères à l'étranger. Et donc, nous proposons des stages pas trop longs, de 2 à 5 jours, parce que beaucoup d'entre vous ont des responsabilités professionnelles et familiales qui font qu'ils ne peuvent pas s'absenter pendant un mois. Donc, chez E7, on compense la brièveté des séjours par une planification très bien faite. Donc, quand chacun dit exactement ce qu'il cherche et qu'on trouve un autre qui dit « mais ça, on peut répondre », eh bien l'autre va faire un planning bien adapté par rapport aux objectifs du stagiaire. La méthode est efficace, la méthode, on l'a vu parce qu'on a travaillé avec des universités, l'Université de Provence et l'Université de Gand, qui ont mesuré et qui ont analysé comment cette méthode, la méthode E7, qu'on appelle MES7, comment cette méthode produit des fruits. Suivant. Alors, les projets européens, donc l'argent des projets Mobility chez Erasmus+, ces projets peuvent être introduits pour la formation informelle et non formelle, donc des stages. Pour des professionnels, on dit éducation des adultes, ça veut dire vous tous, et aussi en VET, en anglais, c'est la formation professionnelle. Donc, ce sont 2 créneaux où on peut demander des subsides. Et quand j'ai demandé à Erasmus+, mais qu'est-ce qui fait la différence entre les deux dans notre cas, il disait, mais ça, c'est vraiment un peu subtil et c'est à l'appréciation de Erasmus+. Donc, pour le moment, nous faisons nos demandes dans éducation des adultes parce que toutes ces demandes ont été acceptées. Je pense que si dans le projet, il y a une école de formation qui peut donner des certificats qualifiants, peut-être qu'alors on ira vers la formation VET. Alors, pour qui encore? Eh bien, les candidats qui peuvent introduire ces dossiers, ce sont des associations et des services publics, entre autres. Les pays concernés, c'est tous les pays de l'Union européenne et certains pays extra-Union européenne, comme la Norvège, la Turquie et d'autres. Pour ça, vous pouvez aller voir sur le lien qui est sur cette page. Suivant. Qui fait quoi? Alors, l'organisation candidate, elle complète le formulaire Erasmus+. Alors, Erasmus+, finance les voyages, ça veut dire le transport, le logement, les frais de subsistance, les frais organisationnels pour l'organisation également. Donc, si maintenant l'organisation Schmoll fait une demande à l'Union européenne, elle passe du temps pour accompagner les stagiaires, eh bien, il y a
environ 360 € de frais organisationnels par stage. Et à ce moment-là, on demande que l'organisation reverse 140 € par stage à E7 pour que nous puissions entretenir tout notre système, notre plateforme e-learning et tout l'accompagnement pédagogique qu'on fait pour les différents helpdesks. E7 Networks offre une méthode qui est efficace, c'est le dossier de stage sur la plateforme e-learning. On offre un vaste réseau d'institutions hôtes, plus de 300 institutions hôtes, plus celles que vous apporteriez vous-même. Les apprenants, qu'on appelle les participants, voyagent et rédigent des bonnes pratiques, et les institutions hôtes accueillent les apprenants. Suivant. Voilà. Alors, il y a 3 pistes pour avoir des bourses mobility. En manière générale, on appelle ça Key Action 1, l'action clé numéro 1 de Erasmus+. Donc, c'est faire circuler des travailleurs entre les différents pays européens. Ça, c'est le cœur de l'action 1. La première formule, c'est demander des mobilités courtes sans accréditation. Donc, c'est le formulaire de base. La date limite pour entrer ces projets-là, en général, c'est le 5 février de chaque année. Cette année-ci, ça a été un peu plus tard parce que l'Europe a fait les formulaires de demande un peu plus tard. Ça a été au mois de mai. Et donc, il y aura de nouveau, probablement en février 2022, une date limite pour rentrer les formulaires de demande de mobilité courte. Une deuxième façon de demander des bourses mobilité, c'est l'accréditation Erasmus pour une organisation individuelle. Alors, on va voir que l'accréditation, c'est un dossier qui est au départ plus lourd que les mobilités courtes, mais quand vous êtes accepté, je dois éteindre mon téléphone un petit moment. Voilà. Donc, l'accréditation, chaque organisation individuelle peut la demander. Au départ, c'est un peu plus de boulot, mais quand vous avez fait cette accréditation Erasmus+, vous aurez les années suivantes beaucoup plus facilement et pour un dossier moins lourd, vos renouvellements de subventions. La troisième façon d'obtenir des bourses mobility, c'est l'accréditation pour un coordinateur de consortium. Et là, ça peut être une organisation qui dit, ben voilà, moi et tel et tel partenaire dans mon pays, nous faisons ensemble une demande de bourse mobility pour voyager à l'étranger. Ce sont des projets ambitieux, mais très, très stimulants parce qu'il va y avoir toutes les interactions et les rencontres entre équipes. Alors, pour retrouver les bons formulaires de ces 3 types de demandes de fonds, vous pouvez aller sur le site de Erasmus+, qui est, le lien se trouve ici. Et donc, E7 Networks est là pour vous aider à compléter votre formulaire de candidature. Slide suivant. Alors, quels sont les avantages? Pourquoi demander une accréditation par Erasmus+? D'abord, c'est ça. Je commence par le dernier point. L'accréditation, la demande d'accréditation dans tous les pays européens, cette année, c'est le 19 octobre donc 2021, la date limite. Donc, on a du temps avant octobre pour qu'on puisse vous aider à remplir votre dossier. Alors, qu'est-ce que ça apporte comme avantage? C'est une garantie de qualité. Alors, au fond, l'Europe aime qu'il y ait un maximum d'impact pour chaque euro investi dans ces bourses mobilité. Donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des retombées dans les organisations des stagiaires et même au-delà de l'organisation, dans des services partenaires dans le même pays. Et donc, c'est ce qu'ils appellent, eux, la démarche qualité, c'est qu'il y a un maximum de retombées. Il se fait que E7 a créé toute sa méthode et son dossier de voyage dans le concept européen de qualité.
Donc, quand on adhère à E7 et qu'on dit nous ferons nos voyages grâce au dossier de voyage E7 sur la plateforme, eh bien, vous êtes déjà dans la démarche qualité de l'Europe. Et donc, il y aura un allègement des formalités de demande ultérieures. Vous avez peut-être une demande de 2021 sur 2022, une demande ultérieure en 2023 ou en 2025. Toutes ces demandes seront plus faciles parce que vous aurez pris un engagement qualité lié au dossier de stage E7. Alors également l'intérêt de l'accréditation, c'est qu'on peut faire des projets en consortium avec une organisation leader et des partenaires, et ça crée toute une dynamique intéressante au niveau national entre les bénéficiaires et les participants aux formations. Suivant. Voilà, comment se construit le formulaire de demande de Boost Mobility? Il consiste en 6 chapitres, on peut dire. Les 4 premiers chapitres sont à gauche et ça, c'est ce que vous devez remplir. L'identification de votre organisation, le contexte de votre demande, c'est le background, et puis quels sont vos objectifs institutionnels? Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre organisation et qui justifie qu'on vous donne des bourses mobility? Donc ça, c'est vraiment vos objectifs stratégiques pour lesquels vous faites cette demande. Et alors, également, on va vous demander en 4 vos activités, le nombre de stagiaires, le nombre de jours de stage. Ça, ce n'est que vous qui pouvez y répondre. Par contre, les chapitres 5 et 6, c'est là que E7 peut beaucoup vous aider parce que nous avons répondu de manière tout à fait formelle à toutes ces questions-là. On va voir, on retrouve dans le chapitre 6 les principes de qualité de base, tout ce qui va être la bonne gestion des mobilités, tout ce qui est l'accompagnement des stagiaires avec qualité et tout ce qui va être le partage des résultats et le partage du savoir après le programme mobilité. Donc ça, c'est vraiment là où vous pouvez compter sur nous pour vous fournir de la littérature qui plaît beaucoup à l'Europe. Mais c'est vrai que si vous faites ça, on vous demande également de respecter les engagements parce que l'Europe peut dire « Ok, vous avez fait un dossier d'accréditation avec plein de promesses qui en fait sont liées à la qualité du dossier de stage 7, mais eux peuvent dire au bout de 2-3 ans, maintenant on vient vérifier, est-ce que vous avez fait ça? Donc il faut tenir les engagements. Alors que paye Erasmus+? Il paye le transport international, donc le train ou l'avion, de 0 à 500 km, il y a un tarif, un autre tarif pour des déplacements de 500 à 2000 km, et un troisième tarif pour plus de 2000 km. Donc, plus de 2000 km, c'est un troisième tarif. Alors, également, il y a 3 forfaits différents pour tout ce qui est le logement, l'alimentation, etc., les transports locaux. C'est un forfait journalier. Il y a aussi 3 ou 4 catégories de pays. Les pays les plus chers vont être les pays de Scandinavie et l'Angleterre, par exemple. Des pays moyens qui vont être la Belgique, la France, l'Espagne, l'Italie probablement. Et puis, il y a des pays qui sont nettement moins chers, qui sont les anciens pays de l'Est, où le logement, la nourriture sont souvent moins chers. Et donc, on reçoit des forfaits en fonction du pays où on va. Si vous allez dans différents pays, eh bien, vous aurez des bourses ajustées à ces différents pays. Et ensuite, vous avez donc le support organisationnel pour vos services et 140 € de ces frais organisationnels sont pour le suivi de l'E7. Slide suivant. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. C'est par rapport à l'académie. Je vous avais dit, on vous demande, venez nous rejoindre avec vos capacités de formation dans certaines pratiques, mais aussi, mais quelles sont vos demandes? Nous, on a envie de savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous manque. Est-ce que vous seriez intéressé d'avoir un formateur E7 dans le réseau européen sur des questions concrètes de vos équipes? Ça peut être un problème
sur lesquels vous vous cassez les dents dans votre équipe. Ça peut être vos objectifs stratégiques annuels. Ça peut être un problème de gestion de la qualité, gestion des ressources humaines ou autre. Donc, faites signe à Fabienne ou à Andrea, on collecte vos demandes et on va voir qui en Europe a des compétences pour vous aider, soit en ligne, tant qu'on a le confinement, soit éventuellement sur place quand on pourra de nouveau voyager. Et donc là, pour cela, vous pouvez consulter la base de données des autres E7. Vous avez déjà plus de 300 organisations à visiter avec leurs pratiques. Et alors également, maintenant sur l'Académie E7, on va développer ce catalogue où vous pourrez trouver des bonnes pratiques, comme d'ailleurs il y a déjà maintenant, quand vous allez voir sur la plateforme, sur ce qu'on appelle le cours Académie, vous aurez déjà tous les PowerPoint de toutes les bonnes pratiques qui ont été présentées depuis octobre. Et les bonnes pratiques d'aujourd'hui vont venir rejoindre ces bonnes pratiques-là. Et aussi, ce qu'on fait maintenant, comme on n'a plus pour le moment de voyage E7 depuis 2020 à cause du confinement, eh bien, on fait dans notre bulletin E7, la newsletter E7, on fait des résumés des bonnes pratiques présentées et on fait chaque fois dans les 2 langues. Ça veut dire que les Anglais qui ne sont pas dans le webinaire d'aujourd'hui, eh bien, ils auront la traduction en anglais des bonnes pratiques d'aujourd'hui. Et les francophones qui ne seront pas dans le prochain webinaire en anglais, ils n'auront pas accès à ces bonnes pratiques en anglais, sauf à travers notre bulletin, notre newsletter, qui traduira les bonnes pratiques des webinaires anglais dans les 2 langues. Voilà. Faites-nous signe si vous êtes intéressés. C'est tout. À toi la parole, Fabienne. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde pour avoir participé. Merci, Georges. Je pense que c'est très clair. C'est présenté de façon claire au niveau des possibilités d'être financé par la Commission européenne. Sachez que les budgets ont été très, très fortement relevés pour la mobilité, particulièrement la mobilité des jeunes travailleurs. Donc, n'hésitez pas à nous redemander de l'aide et redemander des informations sur ces possibilités de financement, d'échange. Et donc, Hélène demandait si on pouvait combiner les financements OPCO et Union européenne. Mais je ne connais pas le financement OPCO, donc je suppose que ça concerne les territoires d'outre-mer, Hélène. J'imagine que c'est pour tout ce qui est la France, non? Oui, c'est de collecte pour la formation professionnelle. Ça, malheureusement, c'est sans doute très ciblé pour la France. Oui, c'est les organismes qui collectent. Alors, vous pouvez très bien dire à un moment que si vous obtenez, mettons, 15 bourses Mobility de l'Europe, en fait, ça couvre bien. Jusqu'à présent, bien sûr, il ne faut pas prendre un hôtel 4 étoiles, il ne faut pas aller dans des grands restaurants, il faut fonctionner à l'économie, mais il y a moyen, avec les voyages low cost, avec les formules de logement qui peuvent être Airbnb ou autres, il y a moyen de faire le voyage couvert par la bourse Mobility. Si Fabienne a autre chose comme remarque, elle pourra le dire, mais on n'a pas de plainte là-dessus. Maintenant, évidemment, si vous dites que dans votre projet de formation, vous avez aussi des fonds OPCO, ça peut être complémentaire pour d'autres stages, mais pas pour les mêmes stages. Georges, nous arrivons à faire toujours plus de bourses que ce qu'on nous donne avec l'argent de l'Europe. C'est vraiment, ça couvre bien. Et Vanessa, je pense que les témoins de ça, ça couvre bien les voyages. Jamais de... Donc tu veux dire que souvent, quand vous recevez 15 bourses, vous pouvez faire en fait 20 voyages. Oui, on fait 2 ou 3 en plus toujours. Pas 20, mais 17, 18. Oui, souvent on fait une ou deux en plus, on fait souvent. Et à la fin, tu sais, on essaye, on va vite parce qu'on a assez d'argent pour, tu vois, on a beaucoup d'argent à dépenser, il faut quand même, ça l'Europe est très regardante là-dedans, il faut dépenser tout l'argent. Alors je vois, il y a aussi une demande d'Hélène qui dit il n'y a pas de low cost depuis la Guyane. Effectivement, mais dans les tarifs européens, il y a un 3e tarif pour les plus que 100 km ou une chose comme ça. Et donc je pense qu'à ce moment-là, ça peut prendre en compte les voyages depuis la Guyane.
Et là, il faut, attendez un petit peu que je vois, ces tarifs-là, en fait, le mieux, c'est de vous adresser à l'agence française Erasmus+. Oui. Et eux peuvent vous donner les détails de tout cela. Charles Roy vient de mettre en place une ligne pour la Guadeloupe, c'est pas vraiment peut-être, mais à 400 €. Donc ça diminue. Hein. Ça diminue. Et une dernière chose, Fabienne, pour l'accréditation, il y a une séance d'information bientôt, le mois de juin, le 10 juin. Il faut aller sur le site internet de l'AEF, de l'Agence nationale, et là, il y a toutes les infos. Oui, toutes les infos. Et ce qui est intéressant de l'accréditation, c'est que chaque fois qu'on présente un projet, il ne faut pas vraiment le rédiger, il faut seulement faire un budget. Je pense que c'est là, il faut créer un budget. Et ce n'est pas obligatoire pour les institutions individuelles, mais pour ceux qui sont le consortium, je crois qu'eux sont obligés d'être accrédités. Merci beaucoup. Tous ceux qui s'en vont, s'il vous plaît, mettez une cote. Si vous êtes content de ce webinaire, vous mettez une cote entre 5 et 10 sur 10. Si vous n'êtes pas très content, ben vous mettez en dessous de 5 ou quoi. Et alors, vous expliquez pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux la fois prochaine? Oui, tous vos feedbacks sur contact@e7.eu, ça nous intéresse, ça nous permet de nous améliorer et d'appliquer des corrections sur ce qui ne fonctionnerait pas. Merci. Et dans le chat également. En Belgique, en tout cas, vous allez avoir un bon week-end ensoleillé. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end et merci. Et tenez-vous au courant, notre page Facebook, on essaye de la... Vous pouvez également publier sur notre page des informations intéressantes. N'hésitez pas à partager. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde.